Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le chef de l'État a présidé les travaux de la 21e séance du Conseil des ministres. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Et à Gaza, le bilan de l'agression israélienne dépasse désormais les 45 000 morts. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, la 21e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce mardi 17 décembre 2024. À l'ordre du jour figuraient 11 points essentiels qui ont été examinés. Écoutons à présent donc le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement Mohamed Ali Youssef. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 21e séance du Conseil des ministres en ce mardi 17 décembre 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 11 questions. La première question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2025. Le budget du Palais du Peuple est présenté en équilibre en produits et en charges à 350 819 000 francs Djibouti. Le budget est en progression par rapport à celui de 2024 et passe de 341 800 000 francs Djibouti en 2024 donc à 350 800 000 en 2025. Les produits prévisionnels sont constitués des revenus de location de salles et des espaces à hauteur de 89 millions de francs Djibouti et de la subvention de l'État à hauteur de 261 800 000 francs Djibouti. Les charges de l'exercice s'élèvent à 350 800 000 francs Djibouti. Les principaux postes sont les achats, 19 millions de francs Djibouti, les services extérieurs, 119 millions de francs Djibouti, qui sont en diminution, moins 2,4 millions de francs, et les charges de personnel sont estimées à 173 millions de francs Djibouti. Ces dernières augmentent de plus de 10 millions de francs Djibouti, avec la revalorisation des émoluments de la troupe du 4 mars. La masse salariale représente 66,3% de la subvention de l'établissement. Outre les charges d'exploitation, le budget prend en charge les travaux d'entretien et de réparation des bâtiments. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. Le budget 2025 de l'autorité de régulation est présenté en équilibre en produits et en charges à 218 833 000 francs Djibouti. Ce budget se décline comme suit. Fonctionnement, 188 millions de francs Djibouti. Investissement, 30 700 000 francs Djibouti. Le budget connaît une augmentation de plus de 95 millions de francs Djibouti. En 2025, l'autorité de régulation prévoit de réaliser des activités notamment en matière de renforcement du cadre juridique, réglementaire et institutionnel favorable aux TIC, qui sont les technologies de l'information et de la communication, la mise en place et la réalisation des programmes de formation nécessaires aux juristes des secteurs d'éthique, une campagne de sensibilisation sur la protection des données personnelles dans le domaine du numérique, une campagne de sensibilisation sur la consommation d'énergie et la mise en place d'un observatoire d'éthique, ainsi que l'organisation des ateliers de sensibilisation aux partenaires des deux secteurs régulés sur la régulation économique. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'École nationale d'études judiciaires pour l'exercice 2025. Le budget 2025 de l'École des études judiciaires est présenté en produits et en charges à 126 817 000 francs Djibouti. Ce budget 2025 augmente de 18 millions de francs Djibouti. L'école prévoit de réaliser des investissements à hauteur de 17,2 millions de francs Djibouti en acquisition d'équipements didactiques, en matériel informatique et en mobilier de bureau ainsi qu'en matériel de transport. L'école va entreprendre en 2025 le développement de l'offre de formation initiale et continue par l'actualisation régulière de ses programmes, le renforcement des compétences pratiques et théoriques par l'organisation d'ateliers pratiques et de cas d'études réels et de simulation de procès, renforcement des partenariats institutionnels et privés, ainsi que la création d'un centre de ressources juridiques innovant dédié aux professionnels et chercheurs en droit.
La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 du Fonds de garantie de Djibouti. Le budget 2025 du Fonds de garantie est arrêté en recettes et en charges à 81 295 000 francs Djibouti. Ce budget se décline comme suit. Les commissions des garanties, 15,2 millions de francs Djibouti. La subvention de l'État, 66 millions. Les charges d'exploitation s'élèvent à 80 700 000 francs Djibouti. Les principaux postes sont les achats, les services extérieurs, les autres services extérieurs, ainsi que les charges de personnel. Le fonds a traité 289 dossiers pour une valeur de 1 103 millions de francs Djibouti et 250 dossiers ont obtenu la garantie pour un montant de 951 millions de francs Djibouti et 38 dossiers ont été rejetés. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 du Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, plus connu sous le nom du CRIPEN. Le budget du CRIPEN 2025 est présenté en équilibre entre charges et produits à 475 747 000 francs Djibouti. Ce budget connaît une baisse et passe de 478 900 000 francs Djibouti en 2023 à 475 700 000 francs Djibouti. Le budget du CRIPEN se décline comme suit. Le fonctionnement, 307 500 000 francs Djibouti et comme investissement, 168 millions de francs Djibouti. Le budget d'investissement est destiné à l'acquisition de matériel audiovisuel pour la production des émissions télévisées, l'acquisition des mobiliers destinés aux nouveaux bâtiments, la poursuite de la révision des programmes des manuels et outils didactiques, l'installation d'un ascenseur, et matériel informatique et l'acquisition de matériel de transport. Pour la rentrée scolaire 2023-2024, le CRIPEN a imprimé 176 titres et a mis à la disposition des différentes structures d'enseignement un éventail de supports didactiques et pédagogiques. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2025 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Le budget 2025 du laboratoire central est arrêté en produit à 378 millions de francs Djibouti et en charge à 375 936 000 francs Djibouti, avec un résultat bénéficiaire donc projeté à 2 63 000 francs Djibouti. Les produits de l'exercice connaissent donc une baisse de moins 23 600 000 francs Djibouti et passent de 401 millions en 2024 à 378 millions de francs Djibouti en 2025. Le laboratoire central va réaliser des investissements de près de 83 500 000 francs Djibouti en acquisition de licences, de logiciels, en terrain d'aménagement et installation, en construction et en installation technique, en matériel et outillage, ainsi qu'en acquisition de matériel informatique et mobilier de bureau. Le laboratoire va ouvrir une deuxième antenne commerciale et va renforcer la décentralisation du laboratoire dans les régions. Et nous poursuivons donc ce compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssef. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Diwan des biens WARF pour l'exercice 2025. Le budget 2025 du Diwan est présenté en recettes à 575 296 000 francs Djibouti et en dépenses à 573 810 000 francs Djibouti, avec un résultat net excédentaire. Il y a une augmentation de ce budget par rapport à l'exercice précédent. Les principaux postes de dépenses sont les achats, les charges extérieures et les autres services donc extérieurs. Les charges de personnel ont augmenté et s'élèvent à 307 millions de francs Djibouti en 2024 contre 463 900 000 francs Djibouti en 2025. Les investissements du Diwan s'élèvent à 60 millions de francs Djibouti dans les travaux de réorganisation du cimetière. La huitième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2025 de l'Agence djiboutienne de développement social, appelée donc ADDS. Le budget 2025 de l'ADDS est présenté en équilibre en produits et en charges à 522 900 000 francs Djibouti. Le budget de fonctionnement connaît une légère baisse et diminue à 522 900 000 francs Djibouti en 2025 contre 523 500 000 francs Djibouti en 2024. La DDS va réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des projets des investissements de plus de 1 milliard de francs Djibouti. Ces investissements sont en diminution par rapport à l'exercice précédent, 1 milliard 200 millions de francs Djibouti,
par suite de clôture de plusieurs projets en 2022 et 2023. Ces investissements concernent les projets à savoir de développement urbain intégré 2 et d'autres projets notamment. L'ADDS va investir 21,5 millions destinés à la réhabilitation d'immeubles, l'acquisition de matériel de transport et de matériel d'archivage, ainsi que la création d'un parking pour les véhicules de l'agence. La 9e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel d'électricité de Djibouti EDD pour l'exercice 2025. Le budget 2025 de l'EDD est présenté en produit à 40 776 millions de francs Djibouti et en charge à 39 662 millions de francs Djibouti, avec un résultat prévisionnel bénéficiaire de 1 114 millions de francs Djibouti. Le résultat prévisionnel est en augmentation de 13,9% par rapport au budget 2024. Ce budget de l'EDD se décline comme suit. Les produits d'exploitation sont de 40 milliards de francs Djibouti et constitués de ventes d'énergie, travaux et prestations, ainsi que les autres produits et les reprises sur amortissement et provisions. Les charges de l'EDD s'élèvent à 39 milliards de francs Djibouti contre 32 milliards de francs en 2024. Les achats de combustible s'élèvent à 5 milliards 800 millions de francs Djibouti. Les charges de personnel s'élèvent à 3,7 milliards de francs Djibouti. L'EDD prévoit d'investir plus de 16 milliards, donc 800 millions de francs Djibouti, dont 6,4 milliards d'autofinancement et 8,3 milliards d'emprunts. L'électrification rurale et le raccordement de 14 900 foyers en alimentation ainsi que de logements sociaux, en plus du programme de modernisation du réseau de distribution, donc le projet de construction de la centrale de 100 MW de Damerjog, la modernisation du réseau de distribution, la promotion des énergies renouvelables par la construction du parc solaire du Grand Bara et le remplacement des câbles et l'installation de compteurs intelligents. La 10e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Institut national d'administration publique appelé INAP pour l'exercice 2025. Le budget de l'INAP 2025 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 162 649 000 francs Djibouti. Ce budget se décline comme suit. 1. La subvention de l'État donc, est évaluée à 130 millions de francs Djibouti. La subvention des partenaires à 23 millions de francs Djibouti. L'INAP va investir 10 millions de francs Djibouti dans la construction d'une salle pour les vidéoconférences et dans l'acquisition de matériel informatique et bureautique. L'Institut a formé à ce jour donc 785 personnes en 2024, poursuivant sa mission de modernisation en mettant en place un programme de formation en management des organisations publiques. L'INAP a aussi réalisé des sessions de formation à la carte. Par ailleurs, 70 élus locaux ont été formés et 150 fonctionnaires à besoins spéciaux ont été recrutés. La 11e question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain Farahat. Cette parcelle de terrain de 63 hectares, donc à Farahat, est destinée pour l'accueil d'une deuxième zone de relogement des ménages impactés dans les quartiers identifiés à travers le programme Zéro Bidonville. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État, a reçu aujourd'hui dans ses bureaux Mohamed Medahri, chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc à Djibouti. L'entretien qui s'est déroulé dans une atmosphère fraternelle et chaleureuse a porté sur les excellentes relations entre les deux pays frères et sur les moyens de les renforcer davantage, notamment dans le domaine parlementaire à travers des échanges fructueux entre les deux institutions sœurs. Le président de l'Assemblée nationale a assuré le diplomate marocain de son soutien afin qu'il puisse accomplir sa mission dans les meilleures conditions. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Mohamed Hassan Barre, a effectué une visite officielle au Caire pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines religieux, éducatifs et culturels. Samatar Saïd nous en dit plus. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Mohamed Hassan Barre, a effectué une visite officielle au Caire à l'invitation de son homologue égyptien, Dr Oussama Al-Azhari. Placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales, cette visite a été marquée par des entretiens de haut niveau avec le ministre égyptien des Warf et le grand imam Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Taïb.
Les discussions ont porté sur plusieurs axes majeurs, le renforcement des liens culturels et religieux, la promotion des valeurs et de tolérance et de paix, ainsi que l'approfondissement de la coopération académique entre Djibouti et l'Égypte. Le ministre djiboutien a également pris part en tant qu'invité d'honneur à la 31e édition du concours international du Saint-Coran, un événement prestigieux qui témoigne de l'attachement commun des deux pays à leur héritage islamique. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre égyptien a salué l'excellence des relations bilatérales et la profondeur des liens historiques et fraternels unissant les deux nations. M. Moumin Hassan Barre a pour sa part réaffirmé l'importance de cette visite dans la consolidation de la coopération bilatérale, notamment en matière de promotion des valeurs islamiques et de modération de tolérance de paix. Le ministre était accompagné par M. Al-Sallassi Ahmed Abdallah, directeur général de l'Institut Al-Wasatiya, ainsi que M. Abbas Abdurrahman, Farah, chargé des communications du ministère. Lors d'une réunion de travail, les deux ministres ont examiné les moyens de développer les programmes de formation et d'enseignement du Coran à distance. M. Moumin Hassan Barre a présenté la vision nationale de Djibouti, inspirée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui œuvre pour la cohésion sociale et l'unité nationale. Par ailleurs, le ministre des Affaires musulmanes a eu un entretien approfondi avec le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Taïb, portant sur des initiatives telles que le développement des formations avancées à l'Académie mondiale Al-Azhar, la création d'un centre d'enseignement de la langue arabe pour les non-arabophones. Cheikh Al-Azhar a exprimé son soutien total aux initiatives djiboutiennes dans le développement de l'éducation académique en réponse à M. Moumin Hassan Barre, qui a exprimé sa profonde gratitude pour ce soutien précieux et a adressé une invitation officielle au grand imam pour une visite prochaine à Djibouti. Cette visite a jeté les bases d'un partenariat stratégique entre Djibouti et l'Égypte. Le ministre égyptien des Awqaf, le Dr Oussama Al-Azhari, a salué la visite de son homologue djiboutien, M. Moumin Hassan Barre, en soulignant l'importance de sa participation à la 31e édition du concours international du Saint-Coran. Il a mis en exergue la portée capitale de cet événement qui reflète l'engagement constant de la République arabe d'Égypte à promouvoir la mémorisation du Saint-Coran et à diffuser ses enseignements à travers le monde arabe et islamique. Et de son côté, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a exprimé sa profonde satisfaction d'être en visite en République arabe d'Égypte, la terre de Kenana, à l'invitation bienveillante de son homologue, le Dr Oussama Al-Azhari. Le ministre a salué la 31e édition du concours international du Saint-Coran, un événement prestigieux organisé par l'Égypte, et a qualifié le centre culturel islamique de la nouvelle capitale administrative du Caire de réalisation remarquable. Ce centre, selon lui, enrichit l'héritage de l'Égypte dans le service du Saint-Coran et la diffusion de ses sciences. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf a souligné que ce centre représente un véritable phare scientifique islamique destiné à rayonner depuis l'Égypte vers le monde arabe et musulman tout entier. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, en partenariat avec le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, a organisé ce matin au Sheraton un atelier de renforcement des capacités visant à améliorer les pratiques de régulation dans le secteur de l'énergie. Cet atelier, qui se déroule sur 2 jours, a pour objectif de sensibiliser et de renforcer les compétences des acteurs du secteur énergétique dans les pays membres du COMESA. Les travaux menés avec l'appui d'experts du COMESA ont été présidés par le secrétaire général du ministère de l'Énergie, Mohamed Akile Waes. L'ouverture de cette première journée a rassemblé les représentants du COMESA ainsi que les responsables des différents départements du ministère de l'Énergie. Eh bien, cet événement vise à promouvoir des pratiques de régulation plus efficaces et durables afin de soutenir la croissance économique régionale tout en optimisant la gestion des ressources énergétiques. Et il est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Et le secrétaire général du ministère de l'Énergie, Mohamed Akile Waes, a rappelé lors de cet événement que le gouvernement djiboutien considère l'énergie comme un secteur stratégique, un levier essentiel de sa politique de développement socio-économique et le moteur du développement durable. Nous l'écoutons. Grand honneur aujourd'hui pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de cet atelier sur la régulation du secteur de l'énergie.
Cet atelier est organisé avec le concours de la COMESA qui est présente aujourd'hui ici. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à leur égard et à vous tous pour la participation et l'intérêt que vous portez à cet atelier. Alors, le secteur de l'énergie, nous le connaissons tous, constitue un pilier fondamental pour le développement économique et social de notre pays, mais aussi pour toute la région de la COMESA. D'où l'intérêt de cet atelier et les échanges et les discussions qui auront lieu, que je souhaite fructueuses. Dans un monde de plus en plus connecté, l'accès à l'énergie fiable, durable et abondante, abordable est crucial pour soutenir notamment la croissance industrielle et améliorer la qualité de vie de nos populations. Cependant, la gestion de ces secteurs est complexe. Elle nécessite une régulation efficace et adaptée aux enjeux contemporains. Notre pays n'est pas en reste sur la mise en place de cette régulation, notamment par la mise en place du régulateur multisectoriel de la République de Djibouti. Nous sommes donc particulièrement heureux aujourd'hui de voir cet atelier qui rassemble les experts de l'Afrique de l'Est, les plus grands experts. Je suis heureux aujourd'hui de signaler la présence de notre ami Alfred ici, ancien directeur général de RORA, la régulation de Rwanda, mais aussi de régulateur de l'énergie de Maurice. Donc 2 fois directeur général de 2 pays. On est très heureux qu'il soit là aujourd'hui pour partager ses expertises avec nous tous et notamment avec l'équipe des nouveaux régulateurs qui est présente ici. Également dans l'actualité, la 4e réunion du Conseil de l'enseignement supérieur de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, également appelé Forum des universités de l'IGAD, s'est clôturée dimanche à l'université de Djibouti après 2 jours d'échanges intensifs et constructifs. L'événement a réuni des universitaires et des experts en éducation de la région afin de réfléchir aux stratégies de développement de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Est. En marge des travaux de cette 2e journée, une visite guidée a permis aux délégations des pays membres de l'IGAD de découvrir les infrastructures de pointe de l'université de Djibouti. Les participants ont visité notamment l'Arc Lab, un laboratoire de recherche avancé en génie civil doté d'équipements modernes. Ce laboratoire encourage l'innovation et la recherche de haut niveau grâce à un apprentissage pratique et collaboratif destiné aux étudiants et chercheurs. La visite s'est poursuivie au Fab Lab, un espace de fabrication libre, d'accès équipé de technologies avancées. Ce laboratoire propose des outils open source dédiés à la conception, au prototypage et à la réalisation de projets innovants. La délégation a salué les infrastructures modernes et le rôle central de l'Université de Djibouti dans le renforcement des capacités régionales. En tant que pays hôte, l'université a offert un cadre propice à la réflexion et à la coopération autour des défis et des opportunités liées à l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Et l'événement s'est conclu par un appel à l'action pour une mise en œuvre effective des recommandations adoptées au cours de ces 2 jours de discussion. Dans son discours de clôture, le docteur Kebede Tesgaye, coordinateur principal du programme d'éducation de sciences, de technologie et de l'innovation à l'IGAD, s'est exprimé au nom de Mme Fatri Alouane, directrice de la santé et du développement social de l'IGAD. Il a salué l'université de Djibouti et son équipe de communication pour la réussite de l'événement, tout en exprimant sa gratitude envers les participants pour leur engagement. Il a par ailleurs souligné les défis particuliers auxquels font face les étudiants réfugiés. À cet égard, il a annoncé que l'IGAD travaille actuellement sur la mise en place d'une bourse dédiée aux étudiants réfugiés. Cette initiative vise à faciliter leur accès à l'enseignement supérieur et à promouvoir l'inclusion sociale et éducative dans la région. Et nous partons à Lissabé, cette fois où un programme de microfinancement a considérablement amélioré les conditions de vie des habitants de la localité de Horé. Samatel Saïd.
partant dans le sud du pays, direction Ali Sébié, où un programme de microfinancement a permis d'améliorer les conditions de vie des habitants de la petite localité de Horrey. Ce programme inclusif a renforcé la résilience de cette communauté d'agro-éleveurs face aux défis environnementaux et sociaux, en mettant l'accent sur l'accès à l'eau, un élément essentiel au développement durable. Grâce à ce partenariat entre le gouvernement djiboutien et le PNUD, l'accès à l'eau potable a été considérablement amélioré, apportant un soutien indispensable aux activités agricoles des communautés rurales de Horrey. Surtout, il a permis de dynamiser les activités des éleveurs en garantissant un accès fiable à l'eau pour leurs cheptels. Ce soutien a revitalisé l'ensemble de la communauté, renforçant ainsi leur résilience et leur bien-être dans cette localité ainsi que dans les régions avoisinantes. Ce programme a permis la construction de plusieurs puits fonctionnels et d'abreuvoirs répondant efficacement aux besoins en eau des populations et de leur bétail. Au micro de notre collègue, certains des bénéficiaires de ces programmes ont déclaré que la construction de ce puits a grandement amélioré les conditions de vie des habitants de la petite localité de Horrey. Ils ont profité pour remercier le gouvernement djiboutien qui n'a ménagé aucun effort pour faciliter l'accès à l'eau potable et par conséquent améliorer le quotidien des habitants de cette petite localité. Hier, une opération d'envergure menée par la section de recherche et de documentation avec l'appui du GIGN a permis de mettre un terme à un trafic transfrontalier d'armes blanches, notamment des poignards traditionnels. L'affaire a débuté la veille lorsque des gendarmes et des agents des douanes en poste au PK51 ont intercepté un individu transportant une quantité importante de poignards destinés à la commercialisation. Face à la gravité des faits, une enquête a immédiatement été confiée à la SRD, donc la section de recherche et de documentation. Les investigations ont révélé que l'importateur présumé de ces armes blanches était le principal fournisseur des délinquants opérant dans la zone PK12-PK13, spécialisée dans les extorsions nocturnes avec armes. Il est à noter que la SRD avait déjà traité plusieurs affaires de meurtre et d'assassinat impliquant ce type d'armes blanches dans cette même zone. Grâce à l'appui du GIGN, à la saisie, aboutissant donc à la saisie d'une centaine de poignards, le suspect a été placé en garde à vue et sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Dans un contexte où les crimes et délits impliquant des armes blanches prennent des proportions inquiétantes, cette interpellation représente un coup important porté à la prolifération de telles armes sur le territoire national. Des recherches complémentaires sont actuellement en cours afin d'identifier et d'arrêter toutes les personnes impliquées dans ce trafic. A dit qu'il, dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de trafic illicite, la douane de la région, en collaboration avec la gendarmerie nationale, a intercepté une importante cargaison de khat de contrebande en provenance d'Éthiopie. La saisie comprenait un total de 21 colis, représentant 70 colis de khat. Les agents de la douane de Dikil et la gendarmerie locale ont immédiatement procédé à la destruction de cette marchandise illicite par le feu. La Direction générale des douanes a salué les efforts de ses équipes de Dikil, soulignant leur engagement dans la lutte contre les marchandises illicites. Elle a également exprimé sa reconnaissance aux forces de défense de Dikil pour leur collaboration précieuse dans la lutte contre ce fléau qui porte atteinte à l'économie de notre pays. Et dans l'actualité internationale, à présent, à Gaza, plus de 45 000 morts et 106 000 blessés depuis octobre 2023. Israël étant accusé de crimes de guerre et de génocide, malgré les appels internationaux pour un cessez-le-feu. On fait le point tout de suite dans cette séquence. 52 Palestiniens ont été tués et 203 blessés en 24 heures dans des attaques israéliennes à Gaza, portant le bilan total à 45 000 morts et 106 000 blessés selon le ministère de la Santé à Gaza. Plusieurs personnes restent piégées sous les décombres, les secours étant incapables d'intervenir. Israël poursuit son offensive contre Gaza depuis l'attaque de la résistance du Hamas. En dépit des appels internationaux pour un cessez-le-feu, la Cour pénale internationale a récemment émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre. Israël fait également face à des accusations de génocide devant la Cour internationale de justice. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.